l'Occident brandit plutôt une nouvelle opération, une nouvelle stratégie même de reconquête des États africains. Comment l'expliquer? Vous savez, l'Occident n'a pas de stratégie de reconquête de l'Afrique qui soit innocente. L'Afrique est la base matérielle de la prospérité occidentale. C'est une donnée fondamentale que nous ne devons jamais ignorer, nous Africains. L'Afrique est la base matérielle de prospérité de l'Occident. Ça veut dire quoi concrètement? Si aujourd'hui, l'Occident veut rester compétitif sur le plan de l'enrichissement et de la production technologique, l'Occident a besoin de continuer d'être présent. Quand on dit présent, ce n'est pas au sens où les Occidentaux viennent rester sur nos plages. Quand on dit présent, c'est au sens de la prédation capitalistique. Donc pour les Occidentaux, l'Afrique est une base nécessaire. Ils ne voient pas l'Afrique comme une terre avec des peuples qu'on respecte, mais comme un espace d'accaparement de ressources naturelles. Je vous prends un cas. La RDC. Quand les États-Unis regardent la RDC, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient que du cobalt, du nickel, du platinium, du tantal et toutes les autres ressources naturelles stratégiques qui vont permettre à son industrie technologique de rester compétitive vis-à-vis de la Chine. Voilà comment les États-Unis voient la RDC. Donc, quand ils lancent ce qu'ils appellent opérations de charme, c'est quoi le contenu des opérations de charme? Les opérations de charme de l'Occident, c'est la proposition d'améliorer les cadres de financement. Dans l'amélioration des cadres de financement, il y a la réduction de la contrainte ou bien de la conditionnalité. Hier, quand je dis hier, c'est un hier qui est très présent. C'est dans les années 90 jusqu'à il y a très récemment. L'Occident disait, si tu veux l'argent pour le développement, mets-toi à l'école de la démocratie. Apprends à faire la démocratie. Dans la démocratie, là, c'est simplement, il faut mettre un dirigeant qui s'arrange à laisser nous, les Occidentaux, prendre les ressources ou bien avoir le monopole de vos ressources naturelles. Cette conditionnalité, depuis que l'Occident a vu que certains chefs d'État leur tiennent tête, grâce au financement de la Chine qui n'ont pas de conditionnalité, grâce à l'appui militaire de la Russie qui permet d'annihiler toutes les menaces terroristes, notamment la principale menace terroriste qu'on avait amenée en Afrique qui s'appelait la rébellion. Ils se disent, il faut maintenant flatter les Africains en leur disant, comme la Chine vous prête de l'argent, nous sommes également prêts à vous prêter de l'argent sans plus vous poser de conditionnalité. Autrement dit, l'aléa morale dont on se prévalait, on est prêt de se passer de cela. L'essentiel, c'est que vous ayez de l'argent, mais laissez-nous continuer d'exploiter vos ressources. Or, quand vous regardez ce qu'ils ont appelé amélioration du cadre de financement, vous regardez le potentiel de financement de l'Occident. Ce potentiel est largement en dessous des attentes des Africains. Je vous prends sur une table. Vous avez la Chine, vous avez les États-Unis. La Chine, depuis 2000, a investi près de 1000 milliards de dollars. 1000. Les États-Unis, en Afrique, à contrario, ils ont investi combien? Moins de 100 milliards de dollars. Si vous prenez rien qu'un ratio, ça veut dire que les États-Unis ne sont même pas capables de dégager 10% de ce que la Chine investit en Afrique. Sur une période de 20 ans. Si vous prenez l'année dernière, la Chine, non, cette année en Chine, la Chine, de janvier à juillet 2024, a déboursé 167 milliards de dollars pour financer les économies, les grands projets en Afrique. À contrario, les États-Unis, ils ont sorti combien? Madame Capen, on est à moins de 5 milliards de dollars. Faites encore le ratio. Le gap est astronomique. Si vous faites même un ratio cumulé de ce que dépense l'Occident et les États-Unis, l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre de leur coopération avec l'Afrique, ils sont encore largement en dessous
du potentiel de financement de la Chine et des réelles attentes des Africains. Donc, au niveau même de la proposition forte et de l'idée de valeur qui se dégage dans la proposition de financement, les Africains ne peuvent plus regarder vers l'Occident. Et ça fait peur aux Occidentaux. Pourquoi? Parce que la question des financements est toujours liée à un projet géopolitique et géostratégique précis. Sur le plan géopolitique, c'est maintenir l'assujettissement d'un État aux logiques hégémoniques de l'Occident. Sur le plan géostratégique, c'est de continuer à contrôler les principales routes commerciales et aussi les bases d'approvisionnement en matières premières. Quand vous regardez au niveau de la RDC que nous avons cité, il y avait tout un grand projet qui visait à relier l'Angola et la RDC ainsi que la Zambie autour de l'exploitation du cobalt et du nickel. Ce projet devait avoir comme sortie, je crois c'est la route Lobito, le projet Lobito, je crois bien. Et ce grand projet devait sortir ses matières premières. Mais vous avez vu, quand les États-Unis parlaient d'investir les 3 milliards de dollars, mais c'était au moins sur 10 ans. Or, vous avez vu que dès que la Chine a apporté son soutien à la RDC, en quelque temps, la RDC a construit un port, le port de Matadi, a rénové le port de Matadi, qui aujourd'hui, avec près de 1,5 milliard de dollars, est devenu plus compétitif et a commencé à devenir une alternative au corridor Lobito. Et maintenant, les Chinois sont prêts à mettre de l'argent pour que la RDC fasse sortir ses ressources directement par le port de Matadi. Et la RDC croit même, à la fin, que c'est l'option la plus recommandée. Vous voyez un peu, sur le plan géostratégique, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les États-Unis vont perdre le contrôle de cette route commerciale. Ils vont aussi perdre le contrôle de cette base d'approvisionnement de ressources naturelles. Et en aval, leurs entreprises stratégiques qui travaillent avec ces ressources naturelles précieuses ne pourront plus facilement s'approvisionner sur le marché de RDC ou ne pourront plus monopoliser ces ressources sur le marché de RDC. Donc, ça aura un impact dans la compétitivité des États-Unis, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de la communication. Vous savez que les smartphones que nous utilisons, le cobalt est une matière incontournable dans la fabrication des batteries. Donc, les États-Unis vont perdre une certaine compétitivité. Et c'est cela que l'Occident appelle réaménager le financement. C'est-à-dire, ils ne veulent pas lâcher leur compétitivité. Quand ils perdent cette initiative, ils se retrouvent immédiatement largués par la Chine, qui est devenue leur principale compétitrice. Vous m'excusez du fait que les comparatifs que nous avons posés sur la table soient des référentiels extérieurs au continent. C'est-à-dire qu'on a la Chine et les États-Unis. Mais c'est aussi parce que ça présage une chose. Les Chinois disent, nous apportons aussi l'industrie et la technologie sur le continent. C'est la nouvelle phase de coopération dans le One Belt and Road Initiative. Ils disent, nous apportons la technologie et les industries sur le continent. Ça veut dire qu'avec les Chinois, on a assuré d'avoir un transfert de technologie sur notre continent. Comment vous pouvez donc comparer ceux qui veulent s'accaparer les ressources avec ceux qui sont prêts à vous aider à développer l'exploitation optimale de ces ressources sur le continent? Vous voyez que l'Occident est largué à tous les niveaux. L'Occident est largué à tous les niveaux. Maintenant, c'est par rapport essentiellement à ces crimes que l'Occident n'a pas voté. Mais quant à ce qui est de ce qu'elle appelle opération, ou bien ce qu'il appelle opération de chambre, l'Occident n'a aucune véritable opération qui peut séduire les Africains parce qu'il n'y a à l'intérieur aucune pertinence pour les États africains. Alors nous allons prendre M. Jimmy Dalédo de l'autre côté. Alors voilà, le temps, la réalisation nous fait des grands signes. Hein. Nous soulignons le fait que la liaison n'est pas très bien établie avec M. Jimmy Dalédo, notamment sur la question même du son
pour revoir dans ces paramètres-là, je vais encore rester avec vous. Hein, et on rappelle aux téléspectateurs que cette émission se veut interactive et j'y arrive finalement. Vous pouvez participer tout simplement en nous appelant sur WhatsApp. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran avec le concours de la réalisation. Alors, est-ce que nous pouvons dire, M. Jonathan Batengene, pouvons-nous affirmer comme certains géostratèges, géopoliticiens, que l'Occident est suprémaciste dans son déni même de cette tragédie historique? Oui, comme vous avez dit, dans un déni de cette tragédie historique. Madame Capen, c'est quoi ce qu'on appelle la colonisation? La colonisation, c'est les Occidentaux qui décident de venir sur des terres qui n'étaient pas leurs. Sur des terres étrangères, ils viennent en Afrique, ils vont en Amérique. Et ils se prévalent le mérite d'avoir découvert ces terres. Des terres où ils ont trouvé les gens qui étaient vivants. Les gens étaient vivants. Des gens consommaient, avaient déjà un mode de vie. Et chaque occidental qui arrivait disait, moi j'ai découvert telle terre. Regardez la ville de ce qu'on appelle aujourd'hui Brazzaville. Savognan de Brazza arrive là-bas, il trouve des populations autochtones qui étaient membres de l'Empire Congo. Il dit que non, ceux-ci je les ai découverts. Le fleuve Congo, là, moi-même, c'est moi qui ai découvert ça. Donc, ceux qui étaient là, ils faisaient quoi? Contemplaient la nature. Ils n'avaient rien à foutre. Ils n'avaient même pas la capacité de nommer les choses. Et il dit, on va appeler cet endroit Brazzaville. Vous avez l'autre. À partir de la fin du 19e siècle, il se découvre une carrure de colons. Léopold II, pardon. Lui qui a hérité d'un morceau de terre très pauvre en Europe de l'Ouest, il va se lancer dans cette opération grâce au soutien de ses cousins de la couronne britannique et de ses cousins aussi d'Allemagne. On va, à travers la Société de géographie d'Angleterre, lui accorder le privilège d'explorer quelques terres. On lui envoie quelques explorateurs. Du moins, quand on dit explorateurs, c'était des gens qui venaient sonder les terres. Et quand ils vont faire les sondages avec ce qu'ils appellent la Société de géographie, ils vont se rendre compte que les étendues de terre qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC, jusqu'au Rwanda et au Burundi, sont extrêmement riches en matières premières, en minerais notamment. Il va s'approprier cette terre. Une terre qui était déjà qui était gouvernée par des royaumes. Parce qu'il y avait l'Urundi-Rwanda, qui était un royaume. Qui a été parcellisé juste à cause de la colonisation. Ce qu'on appelle aujourd'hui au Burundi et le Rwanda, c'était un royaume. Les ethnies que vous appelez, du moins les castes qu'on appelle Tutsi, Hutu, Lua, tout ça, c'était des castes à l'intérieur de ce royaume. Et la langue était la même. Peut-être avec les intonations liées à chaque caste. Donc ils arrivent, ils disent, ceux-ci, c'est nous qui les découvrons. Voilà la colonisation. L'autre arrive au niveau du Canada, à Québec. Il trouve les gens en train de vivre, les Indiens ils ont leur mode de vie. Et il vient avec sa violence. Il vous dit, ceux-là, c'est des envahisseurs. Et lui, il est désormais un occupant légitime. Il mène la guerre aux Indiens. Il les chasse. Ils vont les mettre même dans des réserves. Et ils occupent le territoire des gens. Ils disent que c'est leur territoire. Ils vont en Amérique. Ils trouvent les Noirs là-bas. Ils trouvent les Indiens. Parce que les Indiens, il y avait beaucoup de groupes indiens qui étaient noirs. Hein. Ils les massacrent totalement. Ils arrachent les terres. Et disent, c'est notre territoire. Il y a une députée au niveau de l'Australie, il y a de cela quelques heures, qui a rappelé cela aux génocidaires héritiers de la couronne d'Angleterre. Cette couronne criminelle. Une couronne qui n'a de mérite que le vol. Ce qu'on appelle les joyaux de la couronne, c'est le fruit du vol. C'est ce qu'on appelle les receleurs. La reine envoyait, la royauté britannique envoyait des gens. Ils vont en Inde, ils trouvent des gros bijoux.
et ils trouvent des gros diamants, ils volent ça chez les populations. Ils ramènent, ça s'appelle joyau de la couronne. Et il y a un jour, Madame Capen, on expose tout le butin volé pendant la colonisation en Angleterre. Et les Anglais sont quand même les plus grands donneurs de leçons dans le monde, hein, avec les États-Unis. Ils sont toujours en train de dire non, c'est comme ça qu'on doit vivre, il faut être moral. Tandis qu'ils ont un roi voleur. Un roi qui est à la tête du plus grand cartel de crime qui a existé. La royauté britannique. Ils volaient, tuaient des gens, les propriétaires, coupaient leur tête et mettaient sur une pique. Pour dire comment celui-ci peut posséder un si beau bijou. Il mérite ça comment? Il n'y a que nous qui le méritons. Donc, vous avez, la colonisation, c'est ça. Ensuite, la colonisation, c'est l'esclavage. Quand on a massacré, c'est l'esclavage. On vient, on prend des Africains sous le conseil d'un prêtre, Las Casas. Je sais que les catholiques vont encore se défendre. L'Église est dans un révisionnisme total. Ils disent non, c'est pas Las Casas qui a donné ce conseil au roi du Portugal. Mais l'histoire est têtue, c'est Las Casas. C'était un prêtre. Ils disent c'est les Noirs qui sont plus forts. Les Indiens sont faibles, meurent vite. Allez en Afrique chercher les Noirs. On va descendre sur la côte. On commence là-bas au Dahomey. On ramasse ces esclaves. On les amène pour travailler dans les plantations. La colonisation, voilà ce qu'elle a créé. Madame Capen, il y a un livre, j'étais en train de le lire il y a quelque temps, et c'est un livre, je n'ai jamais pu le terminer, qui parle de l'esclavage. Effrayant de donner. Ce livre vous dit que chaque fois qu'on prenait des esclaves dans l'intérieur du continent, seuls les 1/3 arrivaient en Amérique. Vous comprenez ce que ça signifie, Madame Capen? Ça veut dire que si on vous dit qu'il y a eu 400 millions de personnes déportées, vous devez multiplier ça par 3. Et vous avez la somme totale de personnes qui ont été déportées sur 500 ans. Donc, chaque siècle durant, des gens vous déportaient des chiffres astronomiques d'Africains pour amener travailler dans les plantations. On vous dit les 2/3 mouraient en route. Les 2/3. Le premier tiers mourait avant d'arriver sur la côte à cause des conditions de transport. Parce qu'on ne transportait pas un esclave dans une voiture, dans une charrette, non. On lui mettait d'abord de grosses... Au départ, c'était des morceaux de bois qui étaient reliés au cou. Et on enchaînait également les pieds. Et il devait se déplacer en file indienne. Et quand ils allaient en file indienne, les plus rapides pouvaient influencer la suivi des plus faibles. Dans la mesure où si vous êtes avec quelqu'un qui est plus fort, il va toujours se déplacer plus vite. Vous allez mourir. L'Occident connaît ces crimes-là. Léopold II, au niveau de la RDC, il a adopté une loi criminelle. Vous voyez, son descendant, il est roi. Les implications de cette résolution sont énormes. Hein. Son descendant est roi. Parce que nous avons commencé par les joyaux de la couronne. Ça veut dire que cette résolution, au nom même de la justice qui doit être faite, tout ça, on doit enlever tout ça dans les magasins là. Et les bandits qui sont actuellement à la tête des Britanniques là, normalement, ils doivent passer par un procès. Donc, Léopold II, lui, il avait adopté de couper les mains, les oreilles, de mutiler en fait ceux qu'il estimait être paresseux. Dans les travaux forcés. Dans Capet, on n'a pas dit que vous êtes un employé. Travaux forcés. Et si vous vous montrez un peu fatigué, on vous coupe la main. On vous coupe le pied.
on vous coupe l'oreille, on vous coupe le nez. Léopold II, certains de ses soldats avaient même des colliers d'oreilles. Des colliers d'oreilles. D'autres faisaient des colliers avec le nez. Quand on parle des crimes de la colonisation, c'est tout ça que l'Occident redoute. C'est tout ça. Or, les crimes de la colonisation ne se limitent pas aux conséquences de la colonisation comme l'esclavage. Ça remonte. La guerre d'Algérie, le massacre des Algériens par l'armée française, la guerre au Vietnam, le massacre des Vietnamiens par l'armée française, la guerre du Cameroun, le massacre des Camerounais par l'armée française, ce qu'on a les génocides de l'armée française. Côte d'Ivoire dernièrement, 2010, le massacre des Ivoiriens. C'est tout ça. L'Occident, quand il regarde son passé, ils disent, si on vote contre cette affaire, on ne pourra pas supporter. C'est ce que nous avons appelé, d'entrée de jeu, un visage hideux dans le miroir. Le miroir de l'histoire qui est tendu devant l'Occident. Quand l'Occident se regarde, il voit un monstre. Et il dit, on me demande de reconnaître ce monstre. Ah non, l'Occident craint une chose. La reconnaissance du monstre a des implications. Ces monstruosités commises durant la colonisation a des implications. Et c'est ce que l'Occident redoute dans son refus de voter cette résolution. Nous, par contre, on ne compte pas dessus. Hein? On ne compte pas dessus. L'Afrique n'attend pas que l'Occident le reconnaisse ou pas. Le mouvement qui est en marche actuellement, de libération de l'Afrique, est tel que l'Occident ait le courage ou pas, l'Occident sera mis face à ses responsabilités historiques. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, la question également, je vous la renvoie, mais avec deux volets. Hein. L'Occident est-il suprémaciste dans son déni de cette tragédie même historique, ou alors l'Occident a peur des demandes de réparation qui interviendront inéluctablement après la reconnaissance? Écoutez, merci pour cette question. Je pense que c'est un petit peu... Alors, le temps de permettre à M. Dimi Dalédo de nous revenir. La liaison étant encore interrompue, M. Jonathan Batenguene. Nous rappelons aux téléspectateurs qui peuvent participer à ce programme. Nous avons reçu beaucoup d'appels, mais vous le savez si bien. Au premier tour de table, il est important de laisser les invités d'abord s'exprimer avant de donner la parole aux téléspectateurs. Alors, reconnaissance, mais également réparation. Le fait de reconnaître entraîne forcément la réparation. Alors, est-ce que... Voilà, la réalisation nous fait des grands signes. Monsieur Dimi Dalédo, vous avez la parole. Oui, d'accord. Alors non, je disais que si l'impérialisme français avait voté pour ce texte, ils auraient voté contre l'esclavage qu'il avait organisé il y a quelques décennies et l'esclavage aussi actuel. On reviendra dessus à la fin. Alors, on se souvient encore du Cameroun, du cas de mon prédécesseur, on en parlait. Le cas du Cameroun en 1950, entre 55 et 60. On se souvient encore que Ahidjo au nord, Mahamadou Ahidjo était au nord et ne contrôlait pas le sud. Et on se souvient encore par exemple, entre autres, on peut en prendre plein des exemples. Les colonnes Max Briand qui ont été envoyées et qui ont tout brûlé, qui ont tout rasé, qui ont massacré les Bamilékés, qui ont massacré tout le monde. Alors, on se souvient que c'était entre autres, c'était organisé par notamment le SDSE, le service action du SDSE, les services de renseignement de l'impérialisme français à l'époque. Et en fait, c'était ce qu'ils appellent encore les opérations Homo. François Hollande avait dit, il avait dit que ça existe, les opérations Homo, c'est-à-dire les opérations de nettoyage, des opérations d'assassinat. C'est comme ça qu'il s'est utilisé. Et on sait qu'heureusement qu'il y a eu on sait que c'est aussi l'impérialisme d'Occident qui a
organisé le meurtre de Ruben Niobé dans des circonstances relativement farfelues. Un journaliste un faux journaliste et qui en réalité avait été envoyé par le SDSE. On peut en prendre d'autres exemples. La Guinée entre 58 et 73, la Guinée de Sékou Touré, alors que Sékou Touré faisait ce qu'il fallait pour développer son pays sur le plan économique et donc sur le plan social et politique, alors qu'il avait trouvé une solution pour utiliser sa propre monnaie et se débarrasser de cette monnaie néo-nazie qui se fait appeler CFA, franc CFA. À ce moment-là, le SDSE, sous les ordres du gouvernement français évidemment, à l'époque c'était De Gaulle, De Gaulle et les Focardiens, ont organisé la diffusion de fausses monnaies un petit peu partout en Guinée et indirectement on crée de la famine. On détruit l'économie, on crée de la famine. On peut revenir aussi sur la guerre du Biafra au Nigeria entre 67 et 70. Le monsieur Ojukwu, qui était un bon soldat et et alors que on peut en prendre plein d'exemples en Russie 94 au Rwanda, etc., etc. Le problème qui se pose actuellement, c'est que il y a clairement un événement qui est un tournant dans l'histoire du monde. Un événement qui est en train de se produire actuellement, qui est le sommet des BRICS, qui est en train de se produire et qui va se terminer le 24, donc demain. Et ce sommet des BRICS a pour principal pilier justement l'autodétermination des peuples. C'est évidemment c'est le schéma du nouvel ordre mondial multipolaire qui est en train d'être discuté et qui sera validé à la fin de ce sommet. Et l'autodétermination est une des bases d'orientation de ce sommet. Et c'est pour ça aussi que le vote de ce vote à l'ONU est important, parce que ce vote de l'ONU, rappelons quand même que la plupart des pays des BRICS ont voté pour la condamnation de la colonisation. Il fallait qu'ils votent pour il fallait qu'il y ait une condamnation en tout cas pour ces pays membres des BRICS. C'est une officialisation. Ils ont officialisé cette ligne politique qu'ils ont commencé à construire via les BRICS à l'époque, qui étaient devenus les BRICS et ensuite maintenant les BRICS+. C'est une finalisation de cette politique qu'ils avaient déjà mise en exergue à l'époque et qui consiste à dessiner de nouveaux accords de marché dédollarisés et dans lesquels les peuples discuteraient et feraient des affaires donnant sur un pied d'égalité. Et en fait, il fallait que ce nouvel ordre mondial multipolaire qui se solidifie via ce 16e sommet des BRICS qui se passe actuellement trouve une certaine résonance à l'ONU. Et face à ça, vous avez un impérialisme décadent, dépérissant, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, qui lui veut garder sa chasse gardée, il veut sa chasse gardée européenne. Bon, eux sont en déclin. Ils sont en train de c'est une catastrophe économique, sociale et politique qui est en train de se produire. Vraiment. Et la vie du peuple français devient de plus en plus difficile. Et face à cette, et c'est pour ça qu'en fait ils ont pas voté pour la condamnation de la colonisation, entre autres. Donc effectivement, s'ils avaient voté contre la colonisation, il aurait fallu qu'ils payent. Il faudrait qu'il y ait des indemnités et des compensations qui soient données à nos frères et sœurs africains ou asiatiques qui ont subi différents massacres à travers l'histoire. Je pense le massacre qui m'a terriblement choqué, j'en ai parlé dans mon dernier pamphlet qui s'appelle Génocidaire, et je reviens sur le génocide du Rwanda, le FPR, Paul Kagame, etc., etc. Les massacres ont été terribles. L'armée française était présente, elle était sur place, elle observait ce qu'il se passait. Vous avez des personnes qui se faisaient dépecer vifs. C'était horrible, c'était l'enfer sur terre. Et on sait que François Mitterrand, le gouvernement Mitterrand, discutait avec le couple Abiyarimana. On sait que le couple Abiyarimana était reçu au palais de l'Élysée, ils rentraient par une porte dérobée arrière, ils allaient manger avec François Mitterrand, alors que dans le même temps, c'était un véritable massacre qui se déroulait. Et pourquoi ? Parce que François Mitterrand, qui était un grand représentant de l'impérialisme français, évidemment, même s'il était à gauche, voulait pas perdre le contrôle de notamment la région des Grands Lacs à l'époque, qui était riche en matières premières. Donc on a constaté, et moi j'ai relativement honte de cette histoire parce que j'aime mon pays.
Le pays que j'aime, c'est pas celui-là, évidemment. Et ils peuvent pas condamner. Ici, ils peuvent pas condamner ce qu'ils sont en réalité. Et actuellement, c'est pareil, parce que actuellement, il y a toujours une forme d'esclavage qui sévit. Si on pense notamment, il y a 3 éléments qui me viennent en tête. Le M23. Le M23 organisé par Kigali et qui est envoyé en République démocratique du Congo et ce sont les pires abominations qui se produisent. Dernièrement, je lisais, j'écoutais une vidéo d'une dame. Faudrait confirmer. Je ne sais pas si les informations doivent être confirmées, mais elle disait que le M23 l'avait forcé à violer le cadavre de sa maman qui avait été tuée, et on l'a forcé ensuite à cannibaliser le cadavre de sa mère. Et ça, ce sont des barbaries organisées par le M23 et qui est lui-même le bras armé de l'impérialisme d'Occident. Ils le savent très bien, puisque le M23 va piller les matières premières au Congo, et une fois qu'ils ont pillé les matières premières, ils reviennent à Kigali. Là-bas, les attendent les multinationales, les grandes multinationales du capital, françaises, anglaises, nord-américaines, qui les attendent et qui ensuite achètent leurs matières premières et à des prix battant toute concurrence. Et pourquoi? Parce que l'impérialisme occidental a besoin de matières premières pour réussir sa transition énergétique, entre guillemets, les voitures électriques, ces batteries électriques, il y a aussi la course des étoiles, etc., etc. Et ils sont prêts à tout pour ça. Deuxième élément deuxième forme d'esclavagisme et de barbarie qui me vient en tête et qui est actuellement en train de se produire, c'est évidemment la Libye. La Libye, vous avez des personnes noires qui sont actuellement réduites en esclavage et qui sont vendues sur les marchés à des personnes qui viennent acheter leurs esclaves. Ça, l'ONU le savent très bien. Ils le savent. Ils sont jamais intervenus. C'est bizarre, l'ONU intervient lorsqu'il y a esclavage, massacre, ils n'interviennent jamais. Alors ils sont très forts pour parler, évidemment. Ils sont dans la verbalisation et dans la sémantique, dans la verbalistique. Ils sont évidemment très forts. Ce sont des diplomates corrompus, mais diplomates quand même. Donc ils savent faire, mais ils n'interviennent pas. L'esclavage en Libye, ils ne sont pas intervenus. Et c'est actuellement en train de se produire sous les yeux du monde. Nous avons des frères et sœurs africains qui sont en train d'être vendus actuellement en Libye. Troisième élément, c'est évidemment la Palestine. Évidemment la Palestine. Et malheureusement, si vous faites la comparaison, la Palestine, c'est 40 000 morts à peu près. Les Bamileke au Cameroun, c'était 400 000 morts. 400 000 morts. Donc, je crois vraiment qu'actuellement, l'impérialisme d'Occident, l'impérialisme français, l'impérialisme anglais, l'impérialisme allemand et l'impérialisme nord-américain sont touchés par ce qu'on peut appeler un nouveau complexe de Fatchoda, c'est-à-dire un complexe d'infériorité. Ils ont face à eux un nouvel ordre mondial multipolaire qui est en train de se dessiner. Il y a le système SWIFT, les échanges commerciaux se feront avec un nouveau système. Il y a une nouvelle banque des BRICS qui va se former. Les nouveaux espaces de croissance dédollarisés sont en cours de développement. Les pays les plus puissants du monde sont en train de se joindre aux BRICS. On sait que le sud global dans lequel on peut y intégrer le continent africain va trouver un certain essor mondial avec le nouvel route de la soie, etc., etc., et ces nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Et ils sont véritablement, et l'impérialisme d'Occident est véritablement touché par un complexe d'infériorité. Mais malheureusement, ils ont encore de l'expérience dans deux choses. Ils ont l'expérience dans la gestion des capitaux, la gestion du capital, et deuxième élément, ils ont une certaine expérience dans la violence, notamment dans l'organisation des coups d'État, dans l'utilisation des ONG, qui vont utiliser comme un bras armé permettant de semer le chaos dans certaines zones. Et donc, ils ont ce complexe d'infériorité les rend terriblement dangereux. Et c'est là, je crois, qu'il ne faut pas sous-estimer la dangerosité dans l'impérialisme qui est décadent et pourrissant et qui perd du terrain. C'est qu'il est prêt à toutes les horreurs et les barbaries pour ne pas se laisser, pour pas perdre le contrôle de ce qu'il avait gagné.
évidemment. Et donc, je reviendrai sur. Alors, vous me direz pourquoi la Russie. On entend des critiques. Oui, la Russie, qui est une force motrice du nouvel ordre mondial à l'est. Pourquoi ce serait différent avec la Russie? Mais tout simplement parce que la Russie a un passé socialiste. On sait que, je pense notamment à l'époque, dans les années 60, c'était déjà une grosse contradiction à l'époque. Il y avait d'un côté ceux qui voulaient rester certains dirigeants qui voulaient rejoindre le bloc de l'Ouest, et ceux qui voulaient rejoindre le bloc, qui voulaient créer des partenariats avec les pays socialistes menés par l'Union soviétique. Et la Russie soviétique a toujours été un élément clé dans la lutte anti-impérialiste. Et je crois que l'élément clé qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est qu'en fait, certaines luttes sont certains peuples, lorsqu'ils sont en lutte, et lorsqu'ils se délivrent de leur chaîne, chaque lutte qui sont mis en exergue par ces peuples, notamment les peuples africains, est un véritable coup de marteau-pilon aux impérialistes et permet de développer la lutte anti-impérialiste. Et à l'époque, l'Union soviétique était un anti-impérialiste et un anticolonialiste convaincu. Et ça, ce passé-là, on peut pas leur enlever. C'est pas possible. Nous, en France, malheureusement, on l'a pas, ce passé-là. La France a toujours été capitaliste. Et elle est passée au stade impérialiste dans les années 73, du 19e siècle, en 1873, avec la fameuse crise du coton. Mais elle n'a pas de passé socialiste. La Russie, elle a un passé socialiste. Et le gouvernement russe n'a pas abandonné certains principes qui sont issus de ce passé socialiste. De même pour la Chine. Évidemment, c'est pas le paradis sur Terre en Chine et en Russie. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais pareil pour la Chine. La Chine de Mao, c'était une Chine socialiste. Et la Chine, à l'époque, était d'abord une Chine anti-impérialiste, anti-colonialiste. Et ça, c'est un pays et c'est un passé qu'on ne peut pas leur enlever. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce qui fait que, actuellement, le monde change. Et je pense que ce vote de l'ONU est très important. Et ce qui va se produire avec je suis très curieux de voir ce qui aura été signé lors de ce 16e sommet des BRICS, qui va se terminer dans quelques heures, disons. Alors, je reste avec vous, Monsieur Djimi Dalédo. Comment la France ordonne même la restitution des objets de culte pillés pendant la colonisation au Bénin, au Cameroun, par exemple, avec les pays Bamileke et Bassave, notamment ces génocides au Cameroun, sans être capable même de condamner la colonisation? Écoutez, c'est un petit peu comme je pense que l'image qui est très parlante, c'est l'image du voleur. Le voleur qui rentre dans une maison, il s'installe, il vole tout ce qu'il y a dans la maison, il part avec. Ensuite, il est arrêté par la police. La police lui dit, tu vas lui rendre tout ce que tu as volé. Et le voleur dit, ouais, je vais vous le rendre, je suis obligé de vous le rendre. Mais par contre, le voleur restera voleur et continuera de voler. Je pense que c'est un exemple parlant. L'impérialisme français a été, et entre autres, ils sont dans l'obligation de rendre tout ce qu'ils ont volé. Et et en fait, ceux qui l'ont volé leur ont permis notamment de faire de l'argent, parce que certains objets ne sont pas restitués puisqu'ils ont été revendus. Et c'est aussi une organisation de pillage de la culture. L'impérialisme, évidemment, il a besoin des matières premières et de la main-d'œuvre bon marché. Il a besoin d'exporter ses capitaux. Il a besoin de la main-d'œuvre bon marché qui va exploiter en les réduisant en esclavage pour permettre de produire des marchandises qu'il va ensuite réexporter et pour pouvoir les revendre à des prix toute forme de concurrence. Et donc ça, c'est une réalité. Mais c'est aussi l'impérialisme utilise une destruction de la culture. C'est ce qu'on appelle le racisme culturaliste. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui s'est passé avec le parti nazi, le racisme biologique n'était plus possible. En réalité, l'impérialisme d'Occident en voulait au parti nazi, mais n'en voulait pas au parti nazi par rapport à la barbarie qu'ils avaient mis en application contre les peuples d'Europe. En fait, les gouvernements étaient en colère contre le parti nazi parce qu'ils ont utilisé cette barbarie et cette violence
cette barbarie et cette violence a été utilisée par des Blancs contre d'autres Blancs, alors que cette même barbarie était déjà utilisée par des Blancs contre des Noirs. Et c'est pour ça qu'ils ont condamné le parti nazi. Mais la violence en elle-même, ils la connaissent, les différents pays impérialistes, ils la connaissaient déjà. Et le problème qui s'est posé après 1945, c'est que le racisme biologique n'était plus applicable. Évidemment, l'ordre moral avait changé. L'ordre moral, et vous savez, on le sait, hein, la morale change au fur et à mesure que changent les séquences historiques et les sociétés. Et donc, ils sont passés à une autre forme de racisme qu'on appelle le racisme culturaliste. Et ce qui consiste à faire croire, c'est très égocentré en fait, hein, qui consiste à faire croire qu'une civilisation et sa culture seraient totalement dominantes et supérieures à la somme totale, à toutes les autres cultures et à toutes les autres civilisations. C'est ce qui permet aux pays impérialistes de créer ce qu'on appelle le choc des civilisations. Et donc, quand la France et les autres pays impérialistes volent des objets dans les pays dans lesquels ils installent leur hégémonie, ça leur permet de se faire de fric de faire de l'argent avec ces objets, évidemment. En passant, ils le font. Mais ça leur permet aussi de piller la culture et détruire la culture. Ils ont besoin d'étouffer la culture. C'est très important pour eux. C'est un petit peu comme en Algérie, lorsque les Français, les décrets Crémieux, etc., ont imposé à certains Algériens la nationalité française. En réalité, beaucoup d'Algériens ne voulaient pas de la nationalité française. En fait, l'impérialisme français a organisé une absorption de la culture, en tout cas a tenté l'absorption de la culture algérienne dans la culture française, en passant par les rouages de fonctionnement de l'administration. Et c'est comme ça que c'est pour ça que l'impérialisme a pillé la culture en passant par le pillage de ces objets, parce qu'il a tenté d'étouffer la culture africaine. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'il faudrait véritablement qu'ils rendent des comptes, parce que c'est du vol organisé au final. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, nous revenons donc avec cette question même de reconnaissance et de réparation du préjudice qui a été subi. Alors, sur le plan économique même, commençons même par là, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences sont telles que l'Occident ne peut pas nous dédommager. Moi, je ne suis pas de ceux qui attendent des réparations. L'Occident ne peut pas nous dédommager. Comment vous allez dédommager un peuple? La première ressource humaine et la première ressource économique d'un peuple, c'est l'humain. Vous avez déporté 400 millions d'Africains. 400 millions. Sans compter ceux qui ont été tués pendant que vous étiez en train de les transporter. Comment vous faites pour dédommager ces peuples-là? Deuxième élément, le pillage systématique de nos ressources. Le pillage systématique de nos ressources. Si on prend seulement l'époque d'après ce qu'ils ont appelé les indépendances, regardez combien nous avons perdu en termes d'argent. Vous prenez un pays comme la RCA. La France n'achetait rien là-bas. La France n'achetait rien en RCA. Ils volaient les diamants. Quand ils volaient, ils traficotaient avec le dirigeant qui est là. C'est comme ça que Giscard d'Estaing s'est enrichi, un voleur comme Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing a-t-il déjà été inquiété pour ces diamants volés lorsqu'il était en relation avec Bokassa? Jamais. Mais Giscard d'Estaing n'est que l'iceberg, il n'est que la face visible de l'iceberg. Le patron des renseignements français, Dusdès à l'époque là, vous savez ce que lui il a pris? Matière première qu'il venait, on lui donnait comme ça, on dit que non, cadeau, voici l'or. Ah, le diamant, c'est pour toi, c'est le cadeau. Combien sont quittés de RCA avec des cargaisons de matières premières qui n'ont jamais été déclarées? Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait?
comme sport national qu'on avait confié aux Centrafricains, c'était le maniement d'armes, la guerre. La France encourageait les rébellions, finance les rebelles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chefs rebelles eux-mêmes qui le disent. La France donne les armes aux rebelles. Dit demain, vous attaquez le gouvernement. Les rebelles vont attaquer le gouvernement. Quand ils prennent le pouvoir, d'autres rebelles naissent encore dans la rébellion. Vous avez des rebelles qui créent des pôles d'exploitation jamais déclarés. Le processus de Kimberley, pourquoi il a été déclaré? Le processus de Kimberley, qui est le principal bénéficiaire de tous les diamants qui étaient pillés en RDC, en RCA, en Sierra Leone, au Libéria. Qui étaient les principaux bénéficiaires? Vous avez déjà entendu parler des familles qui ont reçu ces diamants, qui sont en sécurité en Occident? Jamais. Le pétrole, Elf, on connaît avec le procès de leur directeur là. On connaît ce qui s'est passé. Elf a financé les rebelles au Congo-Brazza. Financer les rebelles, financer le pouvoir. Souligne encore que la première ressource en matière d'économie, c'est la ressource humaine. Combien de Congolais sont morts à cause du financement de la rébellion par Elf? Combien de Congolais sont orphelins à cause du financement de la rébellion par Elf? Le pétrole du Congo qui était pompé généreusement, pompé de manière tout à fait gourmande par Elf Congo, au détriment des intérêts du peuple congolais. Et je tiens à rappeler qu'à cette période-là, selon Loïc Le Fort-Prigent, c'est eux qui fixaient les prix. Le prix du marché international, on disait vraiment au président, ne nous embête pas avec ce genre de revendications. Le prix du marché, laisse-nous ça. On achète ici à notre, on te donne ce que tu prends. Et quand on donne là, il y a ta part personnelle. Il y a ta part personnelle. Loïc Le Fort-Prigent avait organisé une mafia où chaque directeur avec des perdièmes dans les revenus du pétrole des Congolais. On parle là de Congo-Brazzaville. Juste ici à côté. Si vous allez au Libéria, là encore, vous avez les services secrets français qui ont armé les milices avec les services secrets états-uniens et britanniques. Les Charles Taylor étaient les fabrications des États-Unis. Ils ont massacré combien? Un jour, ils nous ont sorti une affaire. On va mettre Charles Taylor au tribunal criminel spécial. Charles Taylor jugé, bouc émissaire. Après, on n'en parle plus. On vient prendre maintenant quelques gens. Et ici, Hélène Johnson Sirleaf, elle-même, qui est un agent de la CIA. On met à la tête du Libéria. Au Libéria, producteur de minerais. Vous avez vu la capitale? Monrovia. Jusqu'à l'heure où nous parlons. Monrovia ressemble à un bidonville à ciel ouvert. On va indemniser qui? Comment? L'apartheid en Afrique du Sud. La compagnie états-unienne la plus prospère dans le domaine des minéraux, c'est les reliques de l'entreprise de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes a massacré combien de Sud-Africains, de Zoulous? Combien de Matabéléens? Les autres là qui ont perdu la vie. Comment on fait? On va indemniser qui? On va laisser qui?
les Camerounais. Le frère, c'est d'Almeida, non? Jimmy Dalédo. Dalédo. Frère il a dit quelque chose, il faut juste apporter. Non, Ahidjo gérait le Cameroun depuis le sud. Hein. Il n'était pas au nord, il était au sud. La capitale, Yaoundé, c'est dans le sud du Cameroun. Donc, Ahidjo était dans le sud. Ahidjo a toujours contrôlé l'étendue du Cameroun. Il n'y a jamais eu une partition du Cameroun, ni un semblant même de partition, sauf pendant la période de mandat. Mais le reste maintenant, pendant la guerre de 55 à 71, on ne dira pas un génocide en spécifiant les ethnies, c'est pas bon. Parce que beaucoup de Camerounais ont été massacrés. Et dans beaucoup de localités. Jusqu'au nord. Jusque là-bas, chez Ahidjo. Il a massacré. Il réprimait. Parce que Moumié, qui était médecin, il est allé au nord et il a implanté l'UPC. D'ailleurs, la présidente actuelle, Abiba, elle est du nord. Il y a eu des massacres dans le nord. Alors là, c'est ça. Quelques historiens révisionnistes, ou du moins tendancieux, qui veulent diviser les Camerounais, font l'histoire en disant qu'on a massacré plus un peuple que les autres. Pour diviser la conscience nationale camerounaise. L'un des plus gros fiefs de résistance de l'UPC était dans le Mbam. Vous avez déjà entendu parler de ces villages qui ont été massacrés. On n'en parle pas. Silence. Ah, vous avez des morts, pleurez en silence. On n'en parle pas. Les villages au Cameroun ont changé. Il y a des localités ici où quand vous arrivez, toute la zone du Nion qu'elle est là, ce n'est pas les zones où il y avait les villages. Vous arrivez ici dans la zone de Yabassi, ce n'est pas les zones où il y avait les villages. Le Mungo, pareil. On a déplacé les gens. Bon, on va indemniser qui? Bon. Et pour indemniser, Madame Capel, vous savez une chose. Pour que la justice arrive à la question des réparations, il faut quand même que l'injustice se soit arrêtée, non? L'injustice s'est arrêtée. La colonisation, là, ça s'est arrêté. La Côte d'Ivoire, quand on va commencer à indemniser, les Ivoiriens vont se placer où? Ils vont demander leur part comment? On va dire à partir de quelle période on estime qu'ils avaient été lésés et à partir de quelle période ils sont devenus davantage partie prenante de leur richesse nationale. Parce qu'à l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire est un phénomène de colonisation vivant. On chasse les Ivoiriens à Abidjan. Allez, foutez le camp. Allez-vous-en, ce n'est plus chez vous. Les Français ont leur base militaire dans certaines localités, disent qu'ils agrandissent ça pour améliorer les champs de tir. Ils ont convoqué les villageois. Dites à vos chefs de commencer à vous demander de déménager. Nous, on va agrandir notre base. Quand les chefs veulent parler, ils disent Ouattara, et tu ne leur as pas dit que le pays c'est pour nous? La Côte d'Ivoire, eux, ils commencent à revendiquer à quel niveau? Les Béninois, ils commencent à quand? Parce que Talon c'est un colonialiste. Talon est le descendant d'un esclavagiste. On demande à Talon, quand on va indemniser là, les Béninois vont dire, mais on a encore un esclavagiste à notre tête. On redescend encore dans les îles. Les Comores vont demander leur part comment? Les Comores vont aussi dire, bon, comme on demande les réparations, il faut aussi... La première réparation commence par Mayotte. Mayotte qui est comorienne. On fait comment? La France dit que Mayotte c'est son territoire. L'Union européenne dit que Mayotte c'est un territoire marin de l'Union européenne. Et ils ne veulent pas voir les Africains là-bas. Ils organisent des opérations pour chasser les Africains. Ils disent, foutez le camp. Vous vous appelez les Maorais là. Oui, les Maorais. Foutez le camp. Ce n'est pas le chez vous. La gendarmerie vient ici. Si on voit encore quelqu'un dans une maison, on le vire avec les camions qui vont se garer dehors. Et on va vous mettre dans des embarcations, si ça veut, ça chavire en haute mer. Mais vous trouverez un moyen de rejoindre les autres îles.
Pourtant, la déclaration d'indépendance des Comores en 1975, au thème du référendum, reconnaît que Mayotte est un territoire comorien. Et les Comores ont fait comment? Réparation, Madame Capel. Ok. Retournons donc dans ce qu'on appelle les dom-toms. Eux, on répare comment? À l'heure où M. Pinto, on l'a viré de son terrain. Vous connaissez l'affaire Pinto? Il est venu, on dit, ah monsieur, toi tu es le descendant d'un ancien esclave. Oui, il a acheté les terres, on a vu le titre, mais ce n'est plus ton territoire, c'est plutôt ta terre. Tu fous le camp, monsieur. Tu te barres. Quand il veut parler, on le fout en prison. Procureur dit, comme je te mets en prison là, quand tu sors, tu quittes l'île. Tu quittes la Martinique. Tu trouves un autre territoire où tu vas te chercher. La terre de tes ancêtres, tu l'oublies. Tu l'oublies. Les Martiniquais font comment? Quand on va parler de réparation, eux, qui sont actuellement, on a rien transformé, hein. Eux, ils revendiquent l'autonomie déjà de la Martinique. On dit non, ils revendiquent un meilleur pouvoir d'achat. C'est la revendication pour la vie chère, contre la vie chère. C'est les médias français, l'État français qui détermine ce que les revendiquants demandent. Et les revendiquants, ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux, ce qu'ils disent officiellement, on leur dit, vous ne savez même pas ce que vous voulez. La réparation, là, eux, ça se passe comment avec eux? Madame Capel, je pose ces éléments simplement parce que la question des réparations veut dire que le crime de colonisation, parce que c'est en tant que tel que ce sera considéré, le crime de colonisation a atteint un seuil où on a pu le stopper. À partir du moment où il est encore ambiant, on ne peut pas parler de réparation. Ce qu'on entendra par réparation en ce moment-là sera une stratégie du diviser pour mieux régner. On viendra dans certains pays qui sont un peu stables. On dit, bon, les Béninois, les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés, ils ont fait preuve de courage. Ils nous ont tenu tête. Ils ont commencé à nous chasser. Bon, si on leur envoie même 50 milliards d'euros, vous savez que ce n'est pas des budgets fameux que ces États ont souvent. 50 milliards d'euros pour eux, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Ils vont certainement oublier. Et les autres, on dit, bon, on va vous ramener vos statuts, parce que frère Dalédo, il a parlé de vol culturel. Ils ont des stratégies maintenant, ils disent, non, on va vous ramener vos statuts. Et quand on dit rapatriement du patrimoine, hein, Madame Capel, le patrimoine vient chez vous, ça fait 1 an. Parce qu'il y a une loi dans les pays occidentaux qui dit que le patrimoine immatériel est inaliénable. Or, ce que nous appelons patrimoine culturel qui a été volé, eux, ça fait déjà partie de leur patrimoine immatériel. Ça veut dire que le vol a atteint un niveau où le voleur vous dit que vos biens sont ses biens. Ça ne vous appartient plus. Bon, réparation. On a dit aux Béninois que toutes les statues, ils appellent ça œuvres d'art, c'est des œuvres cultuelles. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas l'art. Au sens où on prend de la poterie, pour ce qu'elle est. Ça a toujours une utilité sociale ou bien une utilité sacrale. Et on prend ces statues qui autrefois étaient certainement dans un culte. On ressort ça, on dit, on va mettre ça au musée de Cotonou. 1 an. Béninois, venez voir les statues que vos ancêtres fabriquaient. C'est votre travail, c'est la réparation. Et quand vous venez, à la fin de l'année, on dit, hey, ça rentre au musée du Louvre. C'est une propriété française. Madame, on ne croit pas aux réparations. Le mot réparation donne l'impression que le crime de colonisation s'est arrêté, s'est estompé, qu'on l'a stoppé.
Et quand bien même il faudrait parler de réparation, les conditions de la réparation ne sont pas encore réunies. Comment on évalue les biens qui ont fait l'objet de préjudice? Comment on évalue l'étendue du préjudice? C'est cet inventaire que nous sommes encore en train de dresser. Et la lutte contre la colonisation est encore ambiante. Madame Kapen, si Afrique Média est le média le plus suivi du monde, c'est parce que c'est le média par excellence qui lutte contre la colonisation. C'est parce que nous luttons contre la colonisation que nous sommes en train de démolir les dernières barrières de colonialité et de colonisation, que nous avons l'assentiment et la confiance de tous les Africains. Donc, tout ceci nous amène à dire, oui, cette résolution sur le plan symbolique, elle est bonne, mais beaucoup d'éléments de cette résolution ne peuvent pas encore être satisfaits parce que les conditions de décolonisation totale de l'Afrique n'ont pas encore totalement abouti. Il faut que l'Afrique soit totalement décolonisée et que le colonisateur soit remis à sa petite place de simple habitant de la terre pour qu'on puisse enfin commencer à parler de réparation. Parce qu'en ce moment-là, on aura véritablement un rapport symétrique. Actuellement, l'Occident pense encore qu'il nous domine. Or, ce rapport asymétrique ne peut pas garantir qu'on soit véritablement dans la réparation. On répare lorsque le bourreau a été mis à la place qui est la sienne, c'est-à-dire coupable, et que la victime soit reconnue comme telle, et qu'il y ait une instance capable de compenser ce qui a été lésé auprès de la justice, auprès de la victime. Voilà les conditions que nous sommes en train de créer nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons déjà dit, nous n'attendons pas que quelqu'un d'autre nous fasse justice. Au fur et à mesure que nous réalisons notre décolonisation, nous allons aboutir aux conditions de cette justice. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, pour certains analystes politiques comme vous, il souligne donc que la position de la Fédération de Russie concernant ce projet de résolution, il faut le souligner, qui a été initié, Monsieur Jonathan Batengene par la Fédération de Russie, et il faut souligner que, en fin de compte, cette résolution, alors cette décision a un caractère non contraignant. Alors, en 1884, il faut le souligner, lors du congrès de Berlin, l'Europe donc a voulu amorcer l'invasion du continent africain. L'Union soviétique à cette époque donc a décidé de se retirer de ce projet de balkanisation du continent noir, dénonçant au passage même cette approche. Et aujourd'hui donc, ces analystes politiques reviennent, essaient de convoquer donc ce passé historique pour revenir avec cette décision, même ce projet de résolution en 2024 qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2019 qu'il y a eu plusieurs fois des projets de résolution allant dans le sens donc d'octroyer l'indépendance au pays, au peuple africain et au peuple colonisé, si on peut le dire ainsi. Alors finalement, selon vous, pourquoi la Fédération de Russie a toujours considéré la lutte contre toute forme de colonialisme comme un enjeu central de sa diplomatie, notamment à travers les initiatives à l'ONU, comme ces différents projets de résolution? Écoutez, c'est une très bonne question. Je pense qu'on ne peut pas, on parlait tout à l'heure des réparations, on ne peut pas réparer les esprits, les cœurs et les âmes. Et en 1884-1885, effectivement, partage du continent africain par les puissances impérialistes sans qu'il y ait sans qu'il y ait l'accord ou même discussion avec les Africains eux-mêmes d'ailleurs. Alors à la fin du XVIIIe siècle, la Russie est encore on va dire un pays militaro-féodal. Donc il est totalement vassalisé, c'est la dynastie des tsars, il y a plusieurs tsars qui règnent sur la Russie, et c'est très, très autocratique. Mais ça reste quand même une militaire féodale et ça reste un pays qui reste dans une certaine mesure subordonné
aux grandes puissances impérialistes. La France, en 1884-1885, lorsqu'il y a la conférence de Berlin et le malheureux partage, je dirais, le vol du continent africain par les puissances impérialistes d'Occident, la France, par exemple, elle est déjà passée au stade de l'impérialisme. Elle est passée au stade de l'impérialisme dans les années 1873. Et il faut bien différencier toujours le capitalisme simple du capitalisme monopoliste, donc impérialiste. Et la plupart des pays, et beaucoup d'autres pays, comme l'Angleterre, étaient déjà passés au stade impérialiste. Ils étaient plutôt en voie de consolidation. Alors que dans le même temps, la Russie militaro-féodale, elle, était enceinte d'une future révolution. La révolution bolchevique de 1917, qui a considérablement changé la face du monde. Rappelons quand même que la révolution bolchevique de 1917 a permis de faire basculer le socialisme utopiste au statut de socialisme scientifique. Pour la première fois dans l'histoire, le prolétariat prenait le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, la classe exploitée accédait au pouvoir et prenait les rênes du pouvoir. Et en plus de ça, dans n'importe quel pays, c'était un des pays les plus grands de la planète. Et donc, cette révolution, elle avait déjà été amorcée. On ne peut pas accéder à une révolution comme ça du jour au lendemain. Une révolution, elle se construit, toujours. C'est ce que nous a enseigné Thomas Sankara, c'est ce que nous a enseigné Patrice Lumumba, le Che, etc. Elle se construit, parfois il faut plusieurs décennies pour la construire, puisque la révolution part d'abord des esprits et des âmes. Ensuite, elle change l'infrastructure et la superstructure, c'est-à-dire le mode de production, à minima, certaines données sociales et politiques. Et donc, la Russie militaro-féodale a opté pour certaines positions de principe à la fin du XIXe siècle, parce qu'elle, ces positions de principe amorçaient la révolution bolchevique de 1917 et la tentative de construction du socialisme qui allait en découler juste derrière. Et même après, jusqu'en 1953, hein, puisque je pense que Staline a essayé, dans une certaine mesure, de développer le socialisme. Et ça, ce passé-là, fait passer, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est l'histoire de la Russie actuelle. Et d'ailleurs, la plupart des dirigeants de Russie actuellement, n'ont jamais renié leur passé. Ils l'ont jamais renié. Ils ont toujours dit qu'en fait, on a un passé anticolonialiste, anti-impérialiste, on l'assume, nous avons un passé socialiste, nous avons un passé, il est comme il est, on a un passé avec des forces de rouge, on a un passé avec un drapeau rouge qui flottait sur le Kremlin, parce que c'était le socialisme, et ce socialisme-là a toujours lutté a toujours développé l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme, c'était la portée internationale du Comintern d'ailleurs. Et en fait, ces principes-là, on ne peut pas les mettre en application dans le monde actuel en faisant du copier-coller. Dans la lutte anti-impérialiste, ce qui est compliqué, c'est que le copier-coller ne peut pas fonctionner. On ne peut pas récupérer ce qui s'est produit quelque part dans le passé et refaire la même chose actuellement. Non, on est dans l'obligation, c'est pour ça qu'il y a des personnes comme Jonathan, comme des personnes, ce qu'on appelle des intelligences qui éclairent les consciences, et c'est ce que j'essaye de faire aussi, pour qu'on puisse s'adapter à les séquences historiques dans lesquelles nous sommes, puisque les mentalités ont changé. Et donc la conférence de Berlin, la position de la Russie militaire et féodale, qui a amorcé la Russie soviétique, donc la Russie socialiste, et l'actuelle Russie qui ne renie pas son passé. Et dans une certaine mesure, ça a été la même chose pour la Chine. Hein. Et la Chine et les Russes, ils ont eux-mêmes été... Vous savez, tous les phénomènes sont... C'est ce que je parle de ça dans mon premier livre, L'évangile de la philosophie de la révolution. Et je reprends une des lois fondamentales, qui est que tous les phénomènes, qu'ils soient des phénomènes de la nature ou des phénomènes de la société, tous les phénomènes sont appelés à mourir, à faire la place à autre chose. C'est comme une fleur, qui va naître, ensuite elle va se faner et elle va laisser la place de nouvelles fleurs. Tous les phénomènes, c'est pareil pour tous les phénomènes. Les phénomènes naissent et meurent en laissant la place à de nouveaux phénomènes. Les colonisés deviennent dominants
alors pas forcément colonisateurs, mais dominants sur le terrain économique, social, politique. Ils reprennent en main les rênes du monde, et les colonisateurs, eux, qui étaient premiers, deviennent les derniers. C'est comme ça fait partie des phénomènes de la nature, ça fait partie des phénomènes de notre monde et des sociétés. Et malheureusement, nous sommes face à une oligarchie financière d'Occident, et une oligarchie financière qui, pour moi, encore une fois, c'est mon avis, peut-être que certains ne sont pas d'accord, mais je pense vraiment que l'oligarchie financière d'Occident, celle qui est organisée dans les instances de l'Union européenne et qui est organisée à Washington, est particulièrement dangereuse. Elle a prouvé elle a prouvé par les barbaries, par les massacres qu'elle avait organisés et qu'elle organise encore, elle a prouvé qu'elle est capable du pire. On se souvient encore de la crise des missiles en 61, lorsque l'impérialisme, voyant, avec le recul, on sait que l'impérialisme nord-américain a failli faire exploser la planète à coups d'armes nucléaires. Cette oligarchie financière est terriblement dangereuse. Et face à ce phénomène, à ce nouveau monde, vous avez une oligarchie financière qui est imbibée par ce complexe d'infériorité, qui ne supporte pas de perdre le contrôle du monde, et qui a compris, mais qui peut-être le nie, peut-être ne veut pas l'accepter, que le monde tel qu'il était en 1884-1885 lors de cette conférence de Berlin, dans lequel les puissances impérialistes ont volé l'Afrique aux Africains, eh bien ce monde-là n'existe plus. Et s'ils ne l'acceptent pas, malheureusement, ce qui est problématique, c'est nous, le peuple d'Occident, nous allons en pâtir. Et nous devons prendre nos responsabilités. Alors, il y a eu les Gilets jaunes, etc. Il faudra revenir à une analyse politique nationale. Je ne le ferai pas là, c'est pas le terrain, mais il faut qu'à un moment, nous, peuple d'Occident, nous prenions nos responsabilités. Et ça passe d'abord par créer des liens de solidarité, créer et développer des liens de solidarité avec tous les peuples. Pour moi, les peuples russes, chinois, africains et d'Occident ne sont pas des ennemis. Donc, on est tous interconnectés. Certaines personnes sont interconnectées pour jouer à des jeux vidéo. Nous ne serions pas capables de nous interconnecter pour nous entendre, politiquement parlant. Je n'y crois pas. Je pense que c'est une question de volonté. Alors, merci, Monsieur Dimi Dalédo. Alors, Monsieur Dimi Dalédo, sur le plan même politique et géostratégique, quelles peuvent être les conséquences de cette loi? Alors, écoutez, sur le plan, en tout cas, judiciaire et au niveau judiciaire, au niveau de la jurisprudence internationale, il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Mais en tout cas, pourquoi? Parce que la plupart des pays qui ont voté pour, n'ont pas voté pour qu'il y ait une continuité au niveau de la jurisprudence. Par contre, ça a été une position de principe importante. Ça a été une position de principe importante qui se situe en complémentarité de ce qui est actuellement discuté lors du 16e sommet des BRICS, qui est actuellement en cours et qui va se terminer. Et en fait, les différents sujets qui seront signés lors de ce 16e sommet, le nouvel ordre mondial multipolaire qui va continuer son développement en sortant de ce 16e sommet, c'est véritablement, je pense véritablement qu'on est là, ce 16e sommet des BRICS est un élément clé de l'histoire du monde, et en réalité, cette position de principe mise en exergue à l'ONU se situe en complémentarité de ce qui est en train de se dessiner, et ce qui permet de véritablement mettre en avant le principe qui est l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que non seulement ils le pensent, notamment ils en discutent, non seulement c'est un sujet de discussion lors des différences, ça a été un élément de discussion important lors des sommets des BRICS, mais de plus ils l'ont voté à l'ONU devant les colonisateurs qui, eux, les impérialismes d'Occident qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas comprendre que le monde n'est plus le même, et à tous les niveaux, cette ligne politique, cette position de principe a été tenue. Donc ça permet donc de
fortifier les nouveaux accords de marché de l'Élysée dans lesquels nos frères et sœurs africains auront toute leur place et dans lesquels ils pourront discuter avec leurs nouveaux partenaires financiers, économiques, etc. Ils pourront discuter de donnant à donnant parce que, en tout cas, ils auront les conditions matérielles seront réunies de par les nouvelles de la SOA, de par l'organisation Sud Global et l'organisation des BRICS+, de par le SWIFT, de par la nouvelle monnaie qui peut-être un jour émergera, les conditions matérielles seront réunies. Donc à partir du moment où ces conditions matérielles seront réunies et que la position de principe est elle aussi été mise en avant à un moment ou à un autre, ça veut donc dire que ces discussions de donnant à donnant entre nos frères et sœurs africains et les peuples de l'Est, toutes les conditions objectives et subjectives seront réunies. C'est dommage, vraiment dommage que nous, peuple d'Occident, nous arrivons pas à trouver notre place parce que c'est vraiment dommage pour nous. Alors, Monsieur Djimi Dalédo, allant dans le même sens, vous faites bien de souligner, de revenir sur les attentes assez fortes de ce 16e sommet annuel des BRICS qui se tient actuellement dans la ville russe de Kazan. Et parlant même de ce sommet, le secrétaire général même de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu ce mercredi du côté de Kazan pour participer à ce sommet, ce qui a constitué une grosse stupéfaction pour d'aucuns, soulignant donc s'inquiétant, je cite, de la présence du secrétaire général de l'ONU. Allant même plus loin, certains géopoliticiens ont parlé que cette présence-là trahit plutôt le cri de désespoir de la part des Nations Unies. Alors, de façon précise, Monsieur Djimi Dalédo, que trahit même la présence du secrétaire général de l'ONU au sommet des BRICS? Écoutez, je pense que ce monsieur Guterres, d'abord, s'il a été placé à la tête de l'ONU, c'est pas pour rien. Quelle que soit la ligne politique, quelle que soit l'étiquette politique, s'il a été à la tête de l'ONU, c'est pas pour rien. Et c'est qu'il a une analyse du monde il connaît comment le monde fonctionne. Et je crois qu'il y a d'un côté, je pense qu'il fait partie des de ces personnalités qui sont pris par une contradiction entre d'un côté ce qu'il représente au sein de ces instances internationales et ce qu'il représente, ce qu'il doit mettre, la ligne politique qu'il doit mettre en application et ce que lui demande de mettre en application l'oligarchie financière au niveau européen, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit au niveau des instances de l'Union européenne et que ce soit au niveau de l'ONU, c'est l'oligarchie financière qui dirige. Et les politiciens, eux, sont là pour mettre en place, en application, la politique de cette oligarchie financière. Donc il est pris, d'un côté de la contradiction, cette position-là, qu'il est obligé de tenir, tant qu'il est à l'ONU en tout cas, tant qu'il est représentant, tant qu'il y est dirigeant, et de l'autre côté de la contradiction, ce qu'il pense lui, en tant qu'homme politique, mais aussi en tant que futur homme politique, qui à un moment sera plus à la tête de ces instances. Et à un moment, il va retourner dans le monde comme tout le monde. Il aura une certaine expérience, il va se reclasser, il aura une nouvelle carrière qui va s'ouvrir. Et c'est pas impossible que, en tant qu'homme, il a très bien compris qu'en réalité, le monde multipolaire est là et que de toute façon, l'avenir est à l'est. Et il a très bien compris qu'en fait, sa nouvelle carrière politique l'emmènerait vers son destin. C'est pas impossible que par la suite, quand il aura plus de mandat, c'est pas impossible qu'il intègre une de ces instances à l'Est pour y apporter son savoir-faire politique. Donc je pense que véritablement ce genre de monsieur est pris et face à cette contradiction et qui est assez pesante. Et je pense tout simplement que une partie de l'oligarchie financière de l'Union européenne, c'est un petit peu comme à l'époque de Euromaidan, en fait. Vous vous souvenez de Maïdan et qui avait amorcé le gouvernement ukrainien actuel. Eh bien, il y avait
cette oligarchie financière qui d'un côté était pro-Union européenne et d'un autre côté une autre oligarchie financière qui était elle pro-russe. Bon bah il y a toujours et là en fait je pense que cette position de M. Guterres, en plus de ce qu'on vient de dire, démontre peut-être qu'il y a une contradiction qui s'opère au sein de l'oligarchie financière en Occident. Je suis quasiment certain, une partie de l'oligarchie financière voudrait, mort d'écuse, récupérer l'ancien monde et rester contrôler le monde, ce qui n'est pas possible. Mais il y a une autre oligarchie financière qui, elle, a très bien compris que les nouveaux espaces de croissance dédollarisés, que le Sud global, les nouvelles routes de la soie, le système SWIFT, la nouvelle monnaie qui va plus tard, dans une période relativement longue, apparaître, cette oligarchie financière a très bien compris qu'en fait, elle ne peut pas passer à côté. En tant qu'oligarchie financière, il y a de l'argent, concrètement, il faut parler franchement, hein. Il y a de l'argent à se faire, il y a du business qui attend. Une partie de l'oligarchie financière voudrait se libérer de ces chaînes, de cet obstacle que sont les instances de l'Union européenne et de l'ONU et développer intégrer les nouveaux espaces de croissance dédollarisés. Donc c'est pas impossible que cette présence de M. Guterres démontre aussi, entre autres, qu'il y a une contradiction à ce niveau-là. Alors, pour refermer ce programme, M. Jonathan Batengene, on va donc revenir sur cette actualité, le 16e sommet annuel des BRICS. Alors, vous le savez si bien, les sujets au cœur même de ce sommet, notamment la question même de la dédollarisation, sans oublier les monnaies digitales des BRICS, BRICS-P. On n'oublie pas à côté de cela également ce désir même ardent de certains États à rejoindre le groupe des BRICS, l'élargissement, on peut le dire ainsi, du groupe des BRICS. Alors, à côté de cela, lors de ce sommet même, plusieurs appels à l'arrêt des combats et à l'ouverture des négociations en Ukraine et au Proche-Orient ont été émis. Ces offres donc de médiation, il faut le dire, de pays partenaires ont été accueillis favorablement par le président Vladimir Poutine. Finalement, quelles sont les véritables perspectives qui se pointent à l'horizon? Il faut le dire, les BRICS, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Tout le monde le pressent. Sur la liste des BRICS, vous avez, comptons aujourd'hui, 44 pays. 44 pays qui sont en attente. Parmi les 44 pays, vous avez 41 pays. Vous avez 17 qui ont officiellement formulé leur demande d'adhésion. Vous avez 24 qui sont en attente, qui ont manifesté leur intention et qui restent en attente. Alors, comme vous l'avez expliqué, le plus important actuellement, et c'est le ministre Lavrov qui l'a précisé, c'était de travailler à l'intégration et à créer les conditions d'une plus grande expansion. Donc ce sommet est un sommet pour asseoir l'intégration. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a un nouveau membre qui n'est pas présent. C'est l'Arabie Saoudite. Donc les autres membres ont posé carrément un ultimatum en demandant au prince Ben Salman de clarifier la position de l'Arabie Saoudite. Parce que de telles tergiversations à un moment aussi crucial, ça laisse subodorer qu'on est dans des stratégies ambiguës. Une ambiguïté qui ne nous surprend pas. Quand on voit la Ligue arabe sur le problème palestinien, et que c'est l'Arabie Saoudite qui est l'un des leaders de cette Ligue arabe, on n'est pas trop surpris. Mais quand on regarde maintenant à l'intérieur, les BRICS affirment leur volonté de remplir les objectifs initiaux et fondamentaux qui l'ont constitué. Il faut noter que lorsqu'en 2009, l'organisation des BRICS prend finalement forme, c'est en pleine crise des subprimes. Nous sommes en pleine crise des subprimes.
Barack Obama vient de lancer un gigantesque plan de sauvetage des banques états-uniennes. En Europe, on parle de crise de la moralité, de la moralisation du capitalisme, ce qui en d'autres termes signifie crise de la corruption. Et la Chine, qui est le principal débiteur des États-Unis, le principal créancier des États-Unis, se rend compte que si elle continue dans cette même lancée, eh bien son économie sera très vite contaminée par les dettes pourries qui sont aux États-Unis. La Chine va donc aux côtés de la Russie appuyer cette initiative, et avec le Brésil et l'Inde, ils vont bâtir le premier cadre, le cadre initial. Et ils vont dire, pour que plus jamais on ne soit victime des errements du dollar, qui n'est pas une monnaie solide, comme on nous le fait croire, nous allons bâtir un système alternatif. 2014, ils vont trouver les éléments de ce système alternatif avec la nouvelle banque de développement, qui est le cadre structurant de la banque des BRICS. 2017, cette banque vient effectivement à existence et ils s'organisent donc pour contrecarrer l'influence du dollar. Une autre crise qui va venir les décider finalement, c'est la fameuse crise à coronavirus. Génocide organisé par les oligarchies occidentales contre les populations d'un certain âge, précisément les leurs. Et les BRICS vont donc, au terme de cette crise, ressentir l'urgence de mettre sur pied ce système alternatif. La crise en Ukraine va venir renforcer cela. Aujourd'hui, on a deux éléments. On a trois éléments qui sont déjà là devant nous. On a la banque des BRICS, avec un modèle de paiement à l'international qui concurrence le modèle SWIFT occidental. C'est le modèle MI. Mais ils vont plus loin. Ils disent, si nous avons pensé le système sur les éléments qui existaient déjà dans le système occidental, nous pouvons faire mieux. Il y a la question de la digitalisation monétaire qui est actuellement sur la table. Vous avez donc parlé de BRICS Pay. BRICS Pay est également adossé sur un système de blockchain qui leur permet de développer une monnaie digitale qui peut devenir la monnaie des BRICS et peut venir contourner les barrières qu'opposait le dollar. Et aujourd'hui, la Russie dit, nous avons 95% de nos échanges qui se font hors dollar. Or, l'économie russe ne s'est jamais aussi bien portée depuis la fin du 19e siècle. Depuis la fin du 19e siècle. Il faut noter que les années de prospérité de la Russie, c'était le début du 19e siècle. Et là, la Russie se retrouve dans une seconde prospérité. La question de l'Ukraine. La question de l'Ukraine s'invite parce que au lendemain du lancement de l'opération militaire en février 2022, les États-Unis et leurs alliés occidentaux avaient décrété qu'ils devaient faire de la Russie un pays infréquentable. La Russie devait être isolée. Or, regardez la réunion des BRICS. Pendant qu'il y a un mandat d'arrêt contre le président russe, on voit Antonio Guterres qui mendie la paume de main de Vladimir Poutine, qui carrément se met à genoux pour saluer Vladimir Poutine. Et on a vu que ça a fait sursauter le clone sanglant de Kiev, Zelensky, qui dit, mais comment même le secrétaire général de l'organisation de mes partenaires est allé là-bas, chez celui qu'on avait décrété infréquentable. Les BRICS, nous avons parlé de 41 pays qui toquent aux portes. C'est 32 délégations qui sont représentées au très haut niveau. Soit 20 avec leur chef d'État et le reste avec des représentants de très haut niveau. Les BRICS, c'est l'organisation qui réunit aujourd'hui
plus de 40% de la population mondiale et qui représente le 1/4 des producteurs de pétrole. Dans les jours à venir, les BRICS pourraient devenir les 60% de la production de pétrole mondiale. Donc, les BRICS pourraient devenir le point focal de l'économie mondiale. Volodymyr Zelensky se rend compte de sa folie dans ses plus grands errements. Il se rend compte qu'en fait, il a été trompé par les Occidentaux. Les appels pour ce qui est du conflit israélo-palestinien, c'est dans la continuité du conflit ukrainien. Parce qu'Israël a choisi son camp, Israël arme l'Ukraine. Israël donne des munitions à l'Ukraine. Israël a même envoyé des éléments qui se sont battus aux côtés des Ukrainiens à Koursk. Et le président Vladimir Poutine a lui également fait son choix. Il a décidé d'aider tous ceux qui sont contre Israël. Au nom de cela, les Houthis ont bombardé des centres militaires en Israël. Les appels, moi je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais je suis réaliste. Les appels au cessez-le-feu, Madame Capen, moi je n'y crois pas. Personne n'y croit. À l'heure où nous parlons, les États-Unis ont dit que dans les 48 prochaines heures, Israël pourrait lancer sa contre-offensive contre l'Iran. Ils ont demandé à toutes leurs troupes au Moyen-Orient de prendre des positions défensives en prévision d'éventuelles frappes de représailles de l'Iran. Donc, les appels au cessez-le-feu à Gaza, personne n'y croit. Vladimir Poutine aujourd'hui arme l'Iran. Il a donné les S-400 à l'Iran. Il a donné à l'Iran des technologies militaires offensives et défensives. La Corée du Nord entraîne ses troupes en Russie. Ça veut dire que chacun est en train de s'organiser pour la guerre. Je n'y crois pas les appels au cessez-le-feu. C'est simplement pour faire bonne conscience. Ou bien pour donner au monde une belle image, une image pacifiste. Vous savez, ça séduit beaucoup tous ceux qui se croient dans le monde des bisounours. Mais la réalité est que la Fédération de Russie est en train de sérieusement armer ses alliés. Et tous les alliés de la Russie sont actuellement en position de renforcement de leur capacité militaire, de telle sorte qu'ils sont prêts à lancer une guerre au cas où. Donc, on n'est pas dans une situation où les appels au cessez-le-feu devraient être quelque chose de crédible. C'est de la poudre de perlimpinpin, ça flatte beaucoup de personnes. La réalité est que chacun est en train de s'organiser. Vous allez être surprise. L'AES, ils ne sont pas là-bas. Il y en a qui disent, oh, ça montre qu'ils ne sont pas. Non, 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 on n'est plus au folklore. Vladimir Poutine, ses alliés, n'a pas besoin qu'ils viennent à cette réunion. D'ailleurs, quand vous regardez la liste de tous ceux qui veulent adhérer aux BRICS, elle ne vous renseigne sur rien. Sénégal va entrer dans les BRICS. Sénégal est-il fiable? C'est un des pays qui n'a pas voté contre, qui s'est abstenu lorsqu'il fallait voter pour condamner la colonisation. La Mauritanie veut entrer dans les BRICS. La Mauritanie. Un pays qui est complice dans les malheurs du Mali. Ouais, il y a des antinomies à l'intérieur aujourd'hui. Si bien que même la Russie, quand Lavrov dit on va prendre un temps pour examiner, c'est qu'en fait, il dit il ne faut pas que l'organisation devienne du tout venant. Le précédent saoudien pose un réel problème. Est-ce que nous avons fait le bon choix des partenaires? Est-ce que nous ne sommes pas allés un peu plus vite? Est-ce que les Chinois maîtrisent vraiment ces Saoudiens? Donc il y a des questions qui se posent. Cette réunion est très intéressante parce que sur le plan géopolitique, ça nous permet à nous panafricanistes d'affûter nos âmes, nos grilles de lecture et de les affiner à l'aune des nouveaux contours de la géopolitique même au sein des BRICS et des tentatives de fragilisation des BRICS qui viennent des puissances occidentales. Vous voyez Erdogan qui fonctionne comme une auberge espagnole. Quelqu'un qui est capable de manger lundi chez le diable et de dîner le mardi avec Dieu. Erdogan dit je veux être membre des BRICS.
voyez que c'est une situation extrêmement complexe qu'on observe là. C'est une reconstruction certaine de l'espace géopolitique mondial, mais il y a des logiques aujourd'hui qui peuvent amener à s'interroger sur la qualité des nouveaux membres qui veulent adhérer aux BRICS, ou bien des nouveaux membres qui ont déjà adhéré aux BRICS. Et je crois que les Russes sont certainement avec les Chinois et les autres en train de faire une sorte d'évaluation et qu'ils vont au sortir de ce sommet, ils vont poser de nouvelles bases. Quant à ce qui est de la dédollarisation, nous avons bien expliqué comment est-ce qu'elle est en train de se poursuivre. Oui, ce chantier est en train d'avancer. Les 3 piliers sont déjà en marche. Une banque centrale qui est déjà existante, une banque de développement qui existe, un système de paiement international via le système MI qui est déjà opérationnel et actuellement un mécanisme monétaire commun qui a été trouvé, c'est une monnaie digitale. Ça, sur ce plan-là, les BRICS ont trouvé, mais maintenant, il y a le casting au niveau des BRICS. C'est ce casting-là qui est actuellement certainement le casse-tête chinois auquel les dirigeants des BRICS sont confrontés.